cherché à se voir, je me souviens, au départ. Une fois on venait se voir, après hop, c'est parti. Donc, bienvenue sur ce premier Smart Summit. On est ravi d'accueillir ce matin du sud des Hauts de l'île de la Réunion au Tampon, je pense, hein, c'est ça, Farzad. Et Monsieur Farzad Félizy, ouais. notre maître orateur, l'orfèvre du verbal, qui va essayer de nous simplifier, enfin vous expliquer simplement comment nous, dans notre environnement, notre écosystème, qui est très technique, avec des mots souvent en anglais, voilà, avec des nouveaux mots en plus, voilà, on est en pleine création et en pleine découverte d'un écosystème assez pointu, assez lourd à comprendre, hein, on comprend très bien, on essaie de simplifier souvent nos discours et notre présentation, mais là on va voir sous un autre angle la version un peu plus conférencier simple. Donc, je laisse le joli verbe de Monsieur Farzad Félizy se présenter. Bienvenue au Smart Summit, Farzad. Super. Merci. Bienvenue à tous et merci d'être là. Merci à Marc. Merci Marc de nous avoir tous réunis et invités. Et la première fois que j'ai rencontré Marc, ça a été un vrai déclic parce que une vision, mais aussi beaucoup d'humanité. Et il m'a invité donc à prendre la parole ici même. Et donc, je suis heureux d'être ici parmi vous. Écoutez, j'ai vu un peu le programme de l'événement et les gens qui étaient invités, et je sens que cet événement est en train de devenir quelque chose de grand, qui touche à la fois des investisseurs, des personnes qui sont dans les hautes technologies, mais aussi avec un impact sur les populations et les citoyens. Euh, Or, il y a dans le verbe différents éléments dans nos paroles qui sont décisifs pour que ce genre de projet de progrès, qui sont portés par le progrès, puissent voir le jour sans entrave. Alors, il faut voir dans quel contexte est-ce que nous sommes aujourd'hui. Contexte post-pandémie, contexte de crise nationale, voire même mondiale, internationale. Et nous avons une peur qui s'est créée, une peur des gens face à beaucoup de technologies. Par exemple, les drones que Marc va nous présenter aux citoyens de manière enthousiaste, peut-être les citoyens vont dire, mais oui, on va se faire fliquer avec ça. On va nous contrôler avec ça. Les technologies enthousiastes des smart cities qui vont permettre beaucoup d'économies, qui vont permettre beaucoup de facilité au niveau de nos quotidiens, vont peut-être être pris pour des moyens de contrôle de la population. Il y a un certain temps, cette idée-là, on ne l'aurait peut-être pas eu, mais aujourd'hui, on l'a. Donc, quelque part, on est responsable de la traiter ou alors de l'ignorer. C'est à nous de voir. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, ceux qui aiment les technologies, nous, ceux qui les développent, qui les vendent et qui investissent dans ces techniques-là. Parce qu'il sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'avancer avec le consentement des gens, voire même avec la participation, plutôt que sans, plutôt qu'avec des oppositions. Et ces oppositions, on les connaît, on les a connues de tout temps dans l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'il y a eu une innovation, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de neuf à proposer, il y a eu des résistances. Maintenant, si on voulait aller voir ces résistances, ça pourrait être l'objet d'une conférence. Et on va le visiter un peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir tout d'abord quel serait le vocabulaire avec lequel parler. Parce que entre spécialistes, nous utilisons des jargons, les smart contracts, les deadlines. On utilise beaucoup d'anglicismes en français qui en anglais peuvent ne poser aucun problème. C'est-à-dire si je faisais cette conférence en anglais, eh ben, ça passerait crème, ce serait naturel. Mais en français et pour un public français, peut-être que cela ne passerait pas. Donc, ce vocabulaire, essayons de voir, nous-mêmes dans notre quotidien, bon, certes, on s'exprime avec des partenaires, mais quand imaginons qu'on présente par exemple un des concepts de cet événement à un public, à un village ou à une ville et à ses habitants. On va parler par exemple de tokenisation. Comment est-ce que vous redéfiniriez le terme tokenisation, par exemple? Essayez de réfléchir
S'il y a un chat, vous pouvez le marquer. S'il y a des commentaires, vous pouvez marquer. Mais ce terme-là de tokenisation, déjà, c'est énorme. C'est-à-dire tout ce qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'en français, en tant que bon citoyen, vous feriez, par exemple, si on vous présentait quelque chose comme blockchain, le mot blockchain, d'accord? Et vous, comment est-ce que vous présenteriez ça avec un autre mot, avec un autre terme qui parle davantage aux gens? Si vous avez dans l'idée quelque chose, dites-le, écrivez-le. Parce que, certes, j'ai quelques idées, mais c'est à nous de le créer. C'est-à-dire, c'est à chacun d'entre nous. Autant à l'investisseur, autant à celui qui vend l'objet, le produit, la technologie de l'investissement, autant aux citoyens. Donc, j'ai envoyé le lien de cet événement à de nombreux citoyens, frères et amis, pour qu'ils suivent l'événement et qu'ils se rendent compte, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils captent, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelles sont leurs sensibilités par rapport aux technologies qui sont citées. Et tout cela va faire que on va utiliser des mots à un moment donné. Et ces mots, à un moment donné, soit ils vont être péjoratifs, soit ils vont être vraiment aidants. Ils vont aider à développer la technologie. Je vous donne un exemple. Si on prend le cas des drones, eh ben, c'est certain, celui qui va vendre le produit, il ne va voir que les aspects positifs. On va pouvoir sauver des gens, on va pouvoir, s'il y a une avalanche par exemple, envoyer des drones, ça va être beaucoup plus rapide. S'il faut faire un appel à la population, on va utiliser les drones. Il y a mille et une applications que celui qui veut vendre la technologie pourra voir à travers le drone. À l'inverse, des citoyens vont dire, en montrant des images de Singapour par exemple, ben voilà, après le Covid, il y a des drones, des petits chiens mécaniques qui sont en train de surveiller les gens et qui peuvent balancer du gaz anesthésiant à ceux qui ne respectent pas les règles de distance. Et les gens ont peur quand cette technologie passe entre eux. Donc, est-ce qu'on va faire ce choix-là de société? Et la pire des choses dans ce cas-là, quand on a une objection comme ça, ce serait de dire non, vous n'y comprenez rien. Et c'est ce que font pas mal de gens. Pas mal de professionnels font ça. Ils disent, il n'y a pas un bon time to market, par exemple. On n'est pas encore bon sur le temps du marché. Les gens ne sont pas prêts. Les gens ne comprennent pas. Il y en a même qui disent les gens sont idiots ou les gens sont illettrés, comme ici à La Réunion. Ils vont faire passer ça dans les médias, dans les journaux. Et ils vont dire, c'est parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas accéder à cette technologie, ils ne peuvent pas nous accueillir, ils ne peuvent pas nous accéder en tant qu'investisseurs. Alors que c'est faux. C'est totalement faux, cette idée-là. À la suite de l'histoire des Gilets jaunes qu'il y a eu ici en France, un groupement de citoyens s'est mis à réfléchir pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient gérer ou autogérer les centres commerciaux et l'autonomie alimentaire ici sur l'île de la Réunion. Les gens se sont rassemblés, ont commencé à discuter. Ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait, avec des associations, des entreprises, devenir maître de nos terres et décider de ce que l'on produit, comment est-ce qu'on le distribue, comment est-ce qu'on pourrait faire pour être le plus écologique possible. Et tout ça a été des questions véritablement essentielles pour les gens. Ils ont commencé à réfléchir dessus. Il n'y avait pas besoin d'écrire ni de lire pour ça. Il y a des gens qui étaient juste là pour apporter leur expérience. Des agriculteurs, des artisans, des citoyens. Chacun a mis la main à la pâte. Seulement, il manquait peut-être une technologie. Peut-être qu'il manquait certaines compétences juridiques. Nous sommes allés les chercher. Financières et comptables. Nous sommes allés les chercher. Un tel a dit j'ai une cousine, l'autre a dit j'ai une nièce qui est expert comptable. Les gens sont intelligents, les gens ont du réseau, les gens comprennent. Ici à La Réunion, comme partout ailleurs, vous voulez vendre une technologie, ce sera la même chose, la même histoire en Inde, en Chine, à Bombay ou à Wuhan. Et quand j'ai parlé avec Marc, Marc m'a dit, tu sais, il existe des technologies où on peut créer des contrats sur mesure. On appelle ça les smart contrats, des contrats intelligents. On peut voir toutes les clauses du contrat avant, voir comment est-ce que ces clauses peuvent évoluer. Et les gens par eux-mêmes
peuvent faire évoluer ces contrats, peut-être d'un commun accord, peut-être sous la forme d'une sociocratie, comme ils le souhaitent en fait. Donc s'ils veulent reprendre une entreprise, voir quelles sont les règles de cette entreprise à reprendre, quelles sont les parts à donner à chacun, comment sont redistribués les profits, tout ça peut être mis dans un contrat ou un smart contract. Peut-être ça donne des idées déjà à certains investisseurs qui sont présents aujourd'hui sur le plateau, dans la conférence. Et surtout voir comment mettre en harmonie les technologies que vous avez dans les blockchains, dans ces méthodes qui vont permettre à des technologies du numérique d'aider des initiatives citoyennes pour être en harmonie. Que l'un ne soit pas uniquement dans le projet du futur, on va aller par là, ça va être l'avenir, vous allez voir, ça va être super bien. À mon idée, les gens n'en veulent plus de ça. Tu sais, quand à Tahiti, nous sommes arrivés en disant on va vous apporter le progrès, à l'époque où nous sommes venus, les gens avaient de quoi manger. Ils avaient leur terre, ils pouvaient cultiver. Ils n'étaient pas pauvres. Mais on leur a dit on va amener un projet nucléaire. Et ce projet nucléaire va apporter le progrès. Retenons les leçons du passé. Nous avons dit il y a des scientifiques qui prouvent que c'est bon. Il y a des technologies qui sont bonnes. Et suivez-nous. Et les gens ont suivi. S'en est suivi une période de prospérité, certes. Et après cette période de prospérité, lorsque la vache à lait a commencé à manquer de lait, nous avons eu une grande période de disette, de déconstruction, de crise économique, de pauvreté, de personnes qui devenaient clochards et dont les rues se remplissaient de ces clochards, de prostitution. Et ce que les gens retiennent aujourd'hui, c'est les bombes peut-être qui ont été explosées dans le Pacifique, la nature qui a été dévastée, la pauvreté qui a augmenté. Et tout cela laisse une trace dans la mémoire. Et je ne le dis pas pour être négatif, et je ne le dis pas pour faire peur, mais simplement pour faire prendre conscience qu'il y a des éléments qui peuvent soit décider une population à faire le pas d'un changement décisif, et s'il est bon ce changement, s'il est bon pour eux et pour la nature, il va durer. Et ce qu'on veut dans un investissement, pour les investisseurs intelligents surtout, c'est pas que ça fasse de l'argent tout de suite, vite, et que voilà, ce soit fini demain. Ça, c'est le mode après moi le déluge. On pense aux gens d'investisseurs intelligents qui disent écoutez, on va miser et notre nom, notre enseigne va être valorisée pour des décennies à venir, pour des siècles et des siècles. Parce que de deux choses l'une, soit on va garder toute cette manne financière et technologique entre nos mains dans un monde qui se paupérise et qui devient de plus en plus pauvre, soit nous prenons la décision de partager cette richesse et la capacité de pouvoir décider de cette richesse ensemble avec les populations. Parce que notre demain n'est rien d'autre qu'aujourd'hui. On ne va pas se mentir. On ne créera pas un demain meilleur que nous avons réussi à avoir aujourd'hui. Regardons l'état dans lequel nous sommes. Faisons face à toute la misère que nous avons nous-mêmes créée. Faisons face à la médiocrité de notre humanité. Et voyons avec courage quelles sont les parties qu'on a peut-être oubliées. Tu vois, les gens qu'on a peut-être oubliés sur le chemin. Et en voyant ça, en voyant ces éléments-là, ces signaux parfois qui sont faibles, ou parfois qui sont totalement dramatiques, sont des clés pour rendre nos investissements durables. Et autant nous ferions des recherches dans le fait de voir comment faire de beaux smart cities, de belles villes intelligentes avec des gens intelligents à l'intérieur, autant nous pourrions voir les meilleurs drones que nous pourrions créer de par ce monde, autant nous pourrions voir comment créer les plus belles monnaies locales avec la crypto-monnaie, autant nous pourrions réaliser ensemble une recherche, ensemble, de voir quels sont ces signaux faibles, quels sont ces signaux où les gens souffrent, où on a peut-être, nous, laissé de côté certaines personnes sur le bord du chemin,
pour que toutes ces technologies, ces belles technologies, puissent durer de la meilleure façon possible, de la façon la plus sage possible. Alors, faisons un exercice ensemble, là, puisque nous sommes en synchrone ou en asynchrone, ceux qui auront la vidéo pour après. On a vu qu'on a une série de vocabulaire. Écrivons sur une feuille de papier ce genre de vocabulaire-là. Prenez votre cahier et vous faites 2 colonnes, comme ça. Et vous allez mettre une partie, le vocabulaire que vous utilisez au quotidien. Et dans la colonne en face, les oubliez ensemble. Oubliez. Et voyons comment est-ce que lui, il le comprend. Et comment est-ce que lui, il voit ce mot. Est-ce qu'il le voit comme un danger ou est-ce qu'il le voit comme une opportunité? Parce que s'il le voit comme un danger, votre technologie, elle devra passer en force. C'est-à-dire par une loi euh, qui devra être forcée à la population. Si cependant elle est vue comme une opportunité, le moindre référendum sera positif, sera affirmatif pour les gens. Regardons les mots, les termes, pas seulement le vocabulaire, mais les idées qu'il y a derrière les mots maintenant. Parce que derrière une Smart Summit, comme aujourd'hui, il y a peut-être des idées, pas seulement des mots. Il n'y a pas seulement des technologies, pas seulement des techniques qui sont développées et proposées pour l'avenir. Il y a des idées et des idéologies qui se déploient à l'ombre de ces mots et de ces concepts. Allons les visiter ensemble un coup. Allons regarder ça de plus près, s'il vous plaît. Nous avons vécu de tout le temps de l'histoire de l'humanité un régime unique que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas un régime politique, ce régime. Ce n'est pas non plus un régime pour maigrir. C'est un régime totalitaire qui n'a pas seulement existé dans les dictatures dans l'histoire de l'humanité. C'est un régime totalitaire qui existe aussi dans nos familles, dans nos relations de couple, avec nos enfants, à l'école et dans nos entreprises. Ce régime, c'est celui de l'orgueil. Et cet orgueil nous mène à créer un monde où il y a toujours un dominant et où il y a souvent un dominé, une masse de dominés. Et nous savons d'expérience que lorsque les dominés deviennent une masse très grande et que les dominants sont juste quelques-uns avec un grand pouvoir financier et économique entre les mains, il y a toujours des crises sociaux qui vont les renverser. Les acteurs vont changer, d'autres deviendront dominants et d'autres deviendront des dominés, et ainsi de suite, le régime continue. Le plat change, le repas change, mais l'assiette reste la même, et cette assiette, c'est le régime de l'orgueil et de l'orgueilleux. Personne n'est visé spécialement, nous sommes tous concernés. C'est-à-dire que demain, une proposition peut m'être faite, une proposition peut être faite à toi de devenir beaucoup plus riche et beaucoup plus puissant que tu n'es déjà. Quelle sera ta décision à ce moment-là? Comment entendras-tu les signaux faibles de cette population qui attend un bonheur, une joie de vivre, une liberté? Est-ce que tu décideras de le voir et de leur parler, ou alors est-ce que tu décideras, comme aujourd'hui, de les ignorer? Alors, la réponse peut sembler vraiment évidente pour certains.
Ils vont dire, mais oui, bien sûr, il faut écouter, il faut le faire et on va le faire. Et pour d'autres, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que la question ne se poserait même pas. Il y a une technologie, il faut que ça se fasse, on n'aura pas le choix, les gens n'auront pas le choix, ils devront s'y mettre de gré ou de force. Et ce discours, ce dernier discours que je viens de vous dire là, que les gens devront s'y mettre de gré ou de force, je l'ai beaucoup entendu. C'est une chose qui m'a beaucoup plus choqué que le jargon et le vocabulaire. C'est une chose qui m'a beaucoup plus impacté que beaucoup de beaux discours qui sont donnés pour vendre un produit ou une technologie. Et ça a commencé il y a plus de 10 ans de ça. J'étais en région Aquitaine et je devais présenter une conférence devant une assemblée de 300 personnes. Quand une des responsables de la région est arrivée et a commencé avec ce discours où il nous faut des lendemains numériques. Des lendemains numériques où tout le monde est numérisé. Le jeune, l'enfant est numérisé, l'adolescent est numérisé, le vieillard et le senior, tous sont numérisés. Et nous avons posé la question que, mais alors, que se passe-t-il dans la vie privée des personnes? Est-ce que ces technologies-là ne vont pas tenter de les contrôler? Est-ce qu'à un moment donné, une loi ne viendrait pas passer pour que ces personnes qui sont l'objet de cette technologie ne soient pas invitées à se taire davantage qu'ils ne se taisent déjà? C'est-à-dire que de leur interdire d'exprimer leur capacité de jugement, de critique, leurs inquiétudes. Et à l'époque, il y a 10 ans, cette dame s'est levée et devant toute l'assemblée, elle a dit, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Que vous le vouliez ou non, il arrivera ce qu'il arrivera. Et aujourd'hui, nous voyons en France, puisque nous sommes à l'île de la Réunion, donc nous sommes en France, des lois qui commencent à sortir. Des lois qui sont déjà sorties comme les RGPD pour protéger les données, ou du moins savoir où est-ce que ça va. Mais qui va aller voir où est-ce que ça va? Qui va maîtriser ça? Dieu seul sait. Parce qu'un citoyen n'a pas ce pouvoir. Peut-être les technologies peuvent lui donner. Peut-être que vous pouvez. Mais on commence aujourd'hui à voir des lois aussi qui vont interdire des expressions dites négatives. Le problème, c'est que ces expressions négatives expriment nos souffrances, expriment nos douleurs. Si quelqu'un dit j'ai mal, ça a l'air d'être à cause de lui, faites quelque chose, on va pouvoir lui interdire de dire. On va pouvoir lui dire, ben, c'est de la haine contre le système, contre le régime. Et tout ça, c'est la technologie qui va l'autoriser, qui va le permettre. Ce sont les algorithmes que l'homme a lui-même créés, les lois que l'homme a lui-même créées, qui vont jouer contre lui. Et cela vient d'un problème que nous avons depuis le début des âges de notre civilisation, qui est le point suivant de cette conférence, qui est la sagesse. C'est la quantité de sagesse que nous allons mettre, que vous allez mettre dans votre technologie, vos investissements, qui va faire le monde durable ou pas, une civilisation qui dure ou pas. Et cette sagesse, eh ben, force est de constater que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des cas, il y a eu des individus qui étaient là, qui en ont témoigné, mais cette sagesse, beaucoup n'en veulent pas. Et certains particulièrement, parce que ça n'autorise pas, ça ne permet pas d'accumuler beaucoup plus qu'un certain seuil. Ça ne permet pas, au niveau de la sagesse, le fait de vouloir dominer, d'avoir un désir de pouvoir excessif, même sous gouverne d'innovation, ça ne peut plus être supportable ou soutenable. Et ça fait terriblement mal ou peur à un investisseur, parce qu'il se dit, mais tout l'argent que j'y mets, toutes les générations d'investisseurs qui se sont succédés
mes parents, leurs parents avant eux, ils devraient donc tout abandonner. Euh, ils devraient arrêter d'investir ou alors tout donner. C'est pas acceptable. Et j'aimerais rassurer ces personnes-là aujourd'hui. Parce que peut-être elles vont regarder cette vidéo, peut-être elles vont venir dans ces événements de la Smart Summit, et peut-être qu'on pourra créer quelque chose, un level au-dessus, un niveau au-dessus, qui serait la Wise Summit. Que cette intelligence, elle ne soit pas juste une intelligence du cerveau, de l'intelligence naturelle ou artificielle, mais qu'elle soit un sommet de la sagesse. Où il y a vraiment des investisseurs courageux, des familles d'investissement extrêmement courageux, qui sont prêts à dire, nous sommes là, non pas en tant que libérateurs, mais en tant que serviteurs de la liberté et de la libération des nations. Ce qu'on construit, on le construit ensemble. Le type de modèle participatif, ce n'est pas nous qui le proposons, mais ce sont les gens qui l'ont proposé. Et ce n'est pas une participation d'image qui est là. C'est une participation vraie. C'est pas on a réuni des gens, on a fait une séance d'intelligence collective et puis on a pris les idées pour en faire quelque chose. C'est véritablement une participation collective où le pouvoir de décision de chacun est respecté, où la sagesse est au sommet, où on se dit, stop à l'idée après moi le déluge, et bienvenue à l'idée que ferions-nous aujourd'hui pour éviter les déluges à venir. Parce qu'il semblerait, mes amis, que la pandémie ne soit qu'une sonnette d'alarme pour tout ce qui vient à nous arriver demain et qui pourrait compromettre tous nos investissements. Nous avons tous vu aujourd'hui la bourse chuter. Nous avons tous vu nos métiers être impactés. Moi-même, j'ai perdu 85% de mon activité. Et cela pourrait être encore pire demain. On peut encore se relever. On peut encore faire quelque chose. Mais tant qu'on peut le faire, décidons de le faire de manière intelligente, mais en plus encore, sage. Si nous venons à rencontrer certains profils de personnes, soyons très attentifs. Et là, c'est le point d'après de cette conférence. Nous savons qu'il y a le vocabulaire, qu'il y a les idées derrière les mots, qu'il y a la sagesse qui peut sauver nos investissements, qu'il ne faut pas avoir peur de lâcher du lest, de prendre certaines de nos entreprises et de faire en sorte que les citoyens viennent les posséder ou alors viennent décider de leur avenir. Voyons maintenant quels sont le type de profils dont nous avons besoin dans cette société de sages. Nous avons besoin, certes, de compétences, certes d'employés, certes de personnes qui vont servir les entreprises, produire, distribuer, parler dans des conférences, égayer, éveiller. Nous avons cependant besoin cruellement de sages, mais de sages sans image. Tu sais, pas de gens qui se disent être sages, pas de gens qui se vendent en tant que sages, pas de personnes avec le marketing personnel de leur vécu, de leur fait d'armes, mais des gens dans nos sociétés qui ont une qualité de réflexion qui va beaucoup plus loin que tout ce en quoi nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. Ça demande une grande part d'humilité de notre part, de se dire, on peut rencontrer de façon complètement inconnue et incognito, à la terrasse d'un café, à la poste, au guichet d'une banque, ce genre de personnes. Et là, j'aimerais vous indiquer 2-3 astuces de contact direct que j'ai repris de la vente, justement, et du milieu de la relation client pour vous aider à trouver ces gens. Si vous êtes dans une société, engagez des conversations. Engagez des conversations, certes sur vos objectifs, certes sur vos technologies, certes sur vos business, certes sur vos inquiétudes du moment pour trouver de l'emploi, pour trouver les bonnes informations, mais surtout, cherchez les sujets qui vont taper toujours plus haut dans la sagesse, qui vont nous amener au sommet de ce que nous sommes en tant qu'être humain.
cherchez ces sujets-là. Alors, Socrate, pour vous aider, avait parlé de ces sujets-là en son temps, avec Pythagore et avec ses disciples ensuite, Platon, Aristote. Il y a ce qui est beau, la beauté, pas juste la beauté qui est manifestée, mais la beauté qui est à l'origine de toute manifestation, qui peut-être peut réaliser de l'art en tant que, comme les animaux, qui parfois font des véritables chefs-d'œuvre, mais aussi l'art humain, quand il investit un humain qui est sage. Donc la beauté, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est vrai. Donc on sait que ce qui est bon, que ce qui est juste est durable. Nous savons que ce qui est vrai est durable. Et nous savons tous, si on est vraiment sincère avec nous, si on a été un jour mené à mentir dans nos vies, ça a été le cas pour moi-même aussi, ce mensonge est mené un jour ou l'autre à être dévoilé. Donc, nous gagnons à être vrais. À dire, OK, en 1980, par exemple, j'ai investi dans tel projet, ça a détruit la nature. Et je veux plus que ça arrive. Mais tout seul, je n'y arriverai pas. Tout seul, peut-être que je recommencerai à prendre les mêmes mécanismes parce que je verrai l'opportunité d'affaires. Que je réussirai à fédérer des gens autour de ça et que nous ferons quelque chose d'extraordinaire mais qui détruira la nature, je veux plus ça. Pas le crier sur tous les toits, cette prise de conscience, mais au moins se le dire à soi-même, de voir que peut-être, par exemple ici en France, des montages financiers ont été réalisés pour transformer France Télécom, en faire une fusion-acquisition avec Orange en Angleterre et que cela coûte des milliards et des milliards à la population française. De le voir, ça. Et ne pas avoir honte ou peur de le dire, de peur que ça ne vienne égratigner ou blesser notre image ou le capital symbolique de notre famille. Nous ne sortons pas grand de l'image que ont de nous les gens. Nous sortons grand de nos défaites et de l'aveu de nos défaites. Et aujourd'hui, j'aimerais que, très sincèrement, toutes les technologies qui seront présentées dans cet événement viennent à réussir, totalement, globalement. À la fois pour ceux qui s'y mettent à fond pour les développer, à la fois pour ceux qui, tous les jours, réfléchissent aux meilleurs moyens de les communiquer, comme Marc Agouni aujourd'hui, et en même temps pour tous ceux qui vont les utiliser, pour les enfants qui seront non plus les objets de ces technologies, de ces innovations, mais qui seront les acteurs, eux-mêmes des acteurs investisseurs peut-être. Et de nouveaux statuts seront menés à être créés, comme par exemple des statuts de salariés, entrepreneurs, producteurs, consommateurs, les quatre dans une seule main. Non pas qu'il y ait un investisseur qui tient en main un producteur, qui ensuite nourrit un distributeur, qui ensuite nourrit un consommateur, comme c'est le cas aujourd'hui de façon éclatée. Peut-être nous avons de nouveaux statuts à créer, mais nous n'y arriverons pas sans cette sagesse, sans d'abord voir qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de beau dans tout ça, et qu'est-ce qu'il y a de bon. Et là, il y a quelques pièges que nous pourrions éviter. Parce que, bien entendu, le chercheur dans son laboratoire va voir quelque chose d'extraordinaire. Mais le piège, peut-être ne l'a-t-il pas vu encore. Je te donne un exemple. À l'époque où Einstein a émigré aux États-Unis, il savait au fond de lui que sa formule E égale mc2 et les recherches qu'il avait réalisées pouvaient créer de l'énergie. D'accord? Il savait en même temps que cette clé scientifique pouvait mener à créer une bombe. Et cela a été fait. Mais dans le corps scientifique qui était composé à l'époque,
dans les personnes présentes à l'époque qui communiquaient sur ces sujets-là. Lorsque la nouvelle est arrivée euh, aux oreilles de Nikola Tesla avait dit à son époque, si un jour nous sommes menés à aller à l'encontre de l'harmonie des lois de la nature, nous allons créer quelque chose de totalement catastrophique. Parce que l'énergie, nous l'avons déjà. Mais nous pouvons l'utiliser, l'exploiter, l'explorer de façon harmonieuse. À l'inverse, nous pourrions aussi l'explorer, l'exploiter et le développer dans une façon où on va forcer la nature. D'accord? Et là, ce serait une catastrophe. Et pour moi, la science est atemporelle, la vraie science. C'est pas une création qu'une personne a créée un jour. À mon idée, la science n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est impersonnel. Donc, tous ces chercheurs, tous ces scientifiques, c'est des gens en quête de cette vérité qui est en soi, qui sont dans les secrets de la nature, que les artistes du biomimétisme utilisent aujourd'hui, eh ben, ils se rencontrent en tout temps, en chaque instant. C'est-à-dire aujourd'hui même, alors que nous sommes en train de s'écouter et de parler ensemble, eh ben, il y a Nikola Tesla, il y a Albert Einstein, il y a Bohm, il y a tous ces gens-là. Mais est-ce que ce sont ces gens-là que nous allons écouter? Est-ce que ce sont ces sagesses-là qui sont là maintenant que nous allons écouter? Ou alors, est-ce que c'est notre désir? Alors, notre désir, eh ben, faut voir qu'est-ce que c'est. Parce que c'est lui qui crée les pièges. C'est c'est notre désir qui transforme ce qui est beau en quelque chose qui n'est pas bon pour nous. C'est quelque chose qui prend quelque chose qui, de prime abord, est bon, comme l'énergie, l'électricité, et puis demain, on va en faire une chaise électrique. Tu vois? Comme l'a fait comment il s'appelle? J'ai oublié. Celui qui faisait face à Nikola Tesla et qui a mis 10 000 fois à créer une lampe à incandescence qui aujourd'hui n'est pas utilisée. C'est la différence entre ces deux genres de chercheurs. Il y en a un qui va forcer pour avoir une innovation, il va vouloir une disruption pour un bénéfice économique à mettre sur le marché. D'accord? Ça, c'est le cas de Thomas Edison. Voilà, je me suis rappelé de son nom. Et puis, il y en a un autre qui, par intuition, qui, par inspiration, va venir et dire, il y a quelque chose là. Je ressens une innovation qu'il va peut-être dessiner, qu'il va peut-être imaginer, mais dont on n'a pas encore les moyens technologiques pour prouver ou pour développer. Et quand il le montre, il passe pour un fou. Et c'est ce genre de sage-là que nous devons chercher dans nos sociétés et à qui nous devons non certes seulement donner la parole, mais la clé de l'enseignement et de la transmission de cette science et de cette sagesse. Et il arrive une grande erreur que nous faisons aujourd'hui dans le milieu technologique, chers amis. Et j'aimerais vous en parler, parce que ça, c'est l'un des plus grands pièges. Nous avons tendance, et moi y compris, j'ai fait cette erreur et je ne veux plus la faire. Nous nous présentons en tant qu'évangélisateurs, en tant qu'enseignants et gourous des technologies, des nouvelles technologies. Et c'est une grande erreur, parce qu'il y a des sages qui sont bien au-dessus de nous, dont les sujets qu'on traite sont moins importants pour eux, mais dont la réflexion peut grandement nous aider à rendre nos innovations durables. Vous les trouverez dans les textes sacrés anciens, vous les trouverez dans les traités de philosophie, mais vous les trouverez au quotidien aussi, dans la population. Ils sont inconnus. Ils sont complètement inconnus des lieux célèbres et peu de gens les entendent. C'est à vous d'aller les chercher. C'est à vous qui êtes dans ces technologies-là en vous disant « j'ai besoin de ces gens-là ». Et Google l'a fait. Google a invité l'un des maîtres spirituels chez qui j'ai été formé durant ma carrière à faire une conférence. Cet homme était un
un sage, est un sage, il vit toujours, un contemporain de Martin Luther King. Il s'appelle Thich Nhat Hanh. Et à l'époque de la guerre du Vietnam, il est allé aux États-Unis pour dire, écoutez, arrêtez cette folie. Bien sûr, il est possible qu'il y ait du progrès. Bien sûr, il est possible que même en gagnant la guerre, il y ait des choses qui puissent être faites au niveau stratégique, économique. Mais cela vaut-il une vie humaine? Personne ne l'entendait, et même dans les assemblées et les conférences auxquelles il assistait en tant que public, ce moine, dans sa robe de moine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus visible dans une assemblée, venait dire ce qu'il avait à dire. Les gens lui répondaient, et les étudiants même états-uniens lui répondaient, rentre chez toi. Si tu as un problème à régler, il faut que tu sois là-bas. Et lui, il répond, ben non, il me semble que le problème commence ici à l'origine, aux États-Unis. Et alors, il est invité à parler à cet homme qui s'appelle Martin Luther King, qui n'était pas forcément très aimé à l'époque, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, que beaucoup citent. Et lui, il ne savait pas ce qui se passait là-bas. Il ne savait pas ce qui se passait vraiment au Vietnam. Tu sais, comme les informations qu'on a sont un peu formulées, formatées, réinterprétées de façon à ce que la population suive les efforts militaires d'un pays, qu'il s'engage dans l'armée, qu'il ne sache pas qu'un tel est mort, que telle famille est en deuil tant qu'il y a la guerre, par exemple. Tout comme les gens ne savaient pas du temps de Gandhi que ce qui se passait véritablement en Inde à cette époque-là, jusqu'à ce qu'un journaliste, jusqu'à ce qu'un informateur vienne dire ce qui se passe. Et peut-être que vos technologies sont les journalistes de demain. Peut-être que vos investisseurs et investissements sont les porte-paroles de ces gens-là demain, qui vont faire qu'un Martin Luther King va pouvoir transformer son discours et véritablement avoir un impact grandiose. Parce que dès lors que Thich Nhat Hanh a rencontré Martin Luther King, ce dernier a commencé à avoir le discours suivant. Et c'est le discours d'un sage et non pas d'un investisseur qui veut un bénéfice économique ou stratégique tout de suite. Il a dit, regardez, nous vivons aux États-Unis, un pays où nous avons tous des droits, et nous donnons 50 $ par jour aux plus pauvres d'entre nous pour pouvoir survivre. Mais nous donnons plus de 300 000 $ par jour et par soldat qu'on envoie pour aller tuer des gens et des innocents au Vietnam. Et cette parole a fait l'effet d'un choc. Même si aujourd'hui il n'est pas vraiment relayé, imagine à une époque où tout l'effort stratégique, économique, financier, de communication est employé dans un pays, il y a un des leaders d'opinion qui vient prendre la parole de cette sorte. Imagine la force que ça a, la rupture que cela réalise, dans la conscience des gens qui se disent, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on aille à la bataille? Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on y envoie nos enfants? Et c'est là que le système s'arrête, la guerre s'arrête. Et je dis une chose, nous pouvons anticiper ces guerres futures, nous pouvons anticiper ces conflits maintenant, en écoutant tout de suite le Thich Nhat Hanh ou en écoutant tout de suite le Martin Luther King. Et immédiatement arrêter certaines choses. Et donc Thich Nhat Hanh et toute son équipe, donc imagine des moines en robe comme ça, qui vont chez Google pour réaliser une conférence. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Google s'intéresserait donc à la pleine conscience? Pourquoi est-ce qu'une entreprise mondiale, mondialisée et mondialiste comme ça s'intéresserait à un pauvre moine qui habite dans un village, qui n'a rien, qui ne possède rien, qui n'investit dans rien, qui n'a aucune action en bourse, qui lui importe peu d'avoir des salariés, de gérer des salariés, qui lui importe peu qu'une technologie soit mise au devant de la scène. Toute sa parole, c'est pleine conscience, pleine conscience, pleine conscience. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Google a fait ce pas d'écouter cette sagesse? Alors bien entendu, il y a des bénéfices. Il y a le bénéfice de cette sagesse, c'est certes, ça peut mener les salariés, les employés à être plus conscients, plus intelligents, moins stressés et moins anxieux au travail, certes. Mais aussi, ça peut nous orienter vers les buts et les intuitions que nous avons en nous. De sortir de la logique de Thomas Edison
qui disait, en fait, nous avons 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je dis ça pue quand même. 99% de transpiration. Et de l'autre côté, il y a 99% d'inspiration et 1% d'effort. 99% d'inspiration, de détente, de paix, d'entente entre tous. Et 1% d'effort. Ce 1% d'effort, c'est ce qu'autorisera les technologies. C'est ce qu'autorisent nos technologies aujourd'hui. Mais la question que je pose, seront-ils mis au service de cette conscience, de cette inspiration, de cette paix, de ces générations qui sont cachées dans la population? Tu sais, ces gens qui ont cette sagesse au fond d'eux et que nous sommes responsables d'aller chercher et de communiquer avec. Il sera peut-être beaucoup plus efficace de faire ça que d'aller chercher de la biotechnologie, c'est-à-dire voir des fonctionnements de la nature et essayer de les copier. Comme disait le maître Sri Parapuda en Inde, comme ces racailles de scientifiques, comme il disait, de manière un peu forte, qui essayent de reproduire la vie qui est immense avec tout le cosmos dans une boîte de pétri. Est-ce que nous essaierons juste de faire ça, d'essayer de copier la vie dans une boîte de pétri? Ou alors est-ce que nous allons voir que la vie que nous sommes, la vraie vie que nous sommes? Et cela se trouve en nous et dans nos populations, dans les générations présentes aujourd'hui. Et c'est peut-être à nous, à vous, en tant qu'investisseurs, d'aller les rassurer, de dire sortez des cachettes qu'on vous a données, sortez de votre confinement et de vos peurs, venons discuter. Ne nous voyez pas comme des loups ou des requins avec les dents qui rayent par terre, qui rayent le sol et le parquet. C'est à nous d'aller voir ce monde et de se mettre en coordination et en harmonie avec. Et peut-être c'est l'un des plus grands travaux que nous avons à faire, bien plus grand que le biomimétisme. Parce que nous n'avons rien à mimer si nous le sommes. Et à ce titre, j'aimerais vous prendre un exemple. Imaginez le monde comme un grand repas partage. Un endroit où chacun d'entre nous va préparer un repas et le proposer et à manger avec les autres. D'accord? Il y en a certains qui vont faire l'entrée, d'autres le plat, d'autres qui vont faire le dessert. D'accord? Et puis certains qui vont amener des surprises, d'autres qui vont faire peut-être des spectacles, certains vont jouer de la musique, et ainsi de suite. C'est cela qu'est le monde à la base, un grand repas partage. Et dans ce repas partage, il y en a, ils ne peuvent pas produire, parce que peut-être ils sont handicapés, peut-être ils sont vulnérables, peut-être ils sont inaptes à une production intellectuelle ou physique, comme les enfants, comme les vieillards. Ils peuvent participer aussi à la joie de vivre de cette société et de ce repas, juste par leur présence. Juste par leur présence. Pas par leur utilisation en tant qu'usagers. Pas par l'exploitation de leurs données, mais juste par leur présence. Or, dans ce repas, certains n'étaient pas totalement d'accord avec ce repas partage. C'est une classe de gens qui ne voulaient s'asseoir que à la table de leurs semblables et qui considéraient les autres comme étant inférieurs à eux. Ces gens-là, je les appelle les orgueilleux, qui ont eu en cette pensée qu'il y a les gens et leurs semblables, eux et leurs semblables, et les gens qui sont inférieurs. Donc ils se sont dit, ça ne peut pas durer ce repas partage, parce que ça continue, le monde va à sa perte,
Et nous, on n'est pas respectés tel que nous voulons l'être. Donc, on va transformer ce repas partage en un véritable self-service compartimenté pour demain. Mais on ne peut pas y arriver seul parce que ce self-service aura besoin de cuisiniers, il aura besoin de producteurs, il aura besoin de gens qui travaillent dedans. Donc, nous devons faire un travail de conviction. Et ça, c'est le langage même, la rhétorique, l'art oratoire permet ça. De chercher à convaincre une partie ou une grande partie de la population de notre image. Et l'image, l'éthos, en art oratoire, a 3 volets: notre compétence, notre bienveillance et notre sympathie. L'orgueilleux est entré dans le jeu, est arrivé à dire aux gens: écoutez, on va transformer ce joyeux bordel, certes il est joyeux, mais il n'est pas encore bien organisé, et on va en faire un self-service compartimenté, et vous allez voir, ça va être bien, tout le monde y aura sa place, même la charité sera organisée. Là où avant c'était désorganisé, où le pauvre avait sa place, où l'incapable et le vulnérable et l'enfant avaient leur place, même s'ils ne pouvaient produire, là aussi ils auront leur place, mais elle sera organisée, elle sera financiarisée. Et voilà que nous arrivons dans nos sociétés d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le repas partage, il est devenu rare. Nous avons des restaurants, nous avons un self-service dans ce monde où il y a un investisseur qui paye un producteur, l'argent duquel circule et qui paye un système. Et ces notables respectables qui sont autour de la table avec leurs semblables voient toujours le peuple, les gens, comme des gens inférieurs. Et ils les cassent en 2 catégories. Il y a ceux qui vont être des fidèles et ceux qui vont être des rebelles. D'accord? Ceux qui vont être des fidèles, c'est simple, ils auront droit à la première classe du self-service. Ils seront les serviteurs du service, les employés du service et de ce régime de l'orgueil. Ils seront les premiers serviteurs. Les autres auront de basses besognes, ils auront quelques petits emplois ou alors de la misère. Un petit salaire, un petit revenu peut-être pour survivre, ou alors rien, la rue comme maison, ou alors encore la prison. Et là, on rentre dans un régime qui a existé de tout temps. Tu l'as vu au temps de César, tu l'as vu au temps de Pharaon aussi. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le discours qui va taper sur les personnes qui sont dans cet orgueil. Pourquoi? Parce que, à mon idée, ils sont des victimes. Ils sont les victimes d'un courant de pensée qui leur fait croire qu'ils peuvent durer comme ça. Au temps de Pharaon, ils pensaient aussi qu'ils pouvaient durer comme ça. Mais c'était faux. On l'a bien vu. Les régimes même les plus puissants, avec les plus grandes armées, les plus grandes milices, n'ont pas réussi à contenir la force d'une nation, d'un peuple qui devient pauvre et qui exige d'être libéré et qui exige l'équité et la justice sociale. Les mots n'y font rien, les concepts psychologiques et psychiques n'y font rien, et je vous le dis aujourd'hui, les technologies n'y feront rien. Donc il est temps d'investir ce terrain de cette sagesse dans un art oratoire et d'une parole qui est sincère, qui dit: nous ne sommes pas là pour changer les opinions, nous ne sommes pas là pour évangéliser, nous ne sommes pas là pour convaincre. Si le joyeux bordel du repas partage est le vôtre, nous serons à vos côtés. Nous serons à votre service. Nous ne serons pas ceux qui proposent un nouveau monde, un nouveau modèle, un demain qui chante. Nous sommes ici à vos côtés pour souffrir à vos côtés. Car là est le premier renseignement des sages. La première fois que j'ai rencontré Thich Nhat Hanh, celui-là même que Google a appelé pour venir faire cette conférence, il m'a dit: si tu veux le bonheur,
il faut que tu apprennes à souffrir. Et si tu souffres, tu dois apprendre à souffrir à côté de l'autre et avec l'autre. C'est cela la compassion. Et peut-être nous avons à faire ça dans toutes les nouvelles technologies que nous proposons aujourd'hui dans cette Smart Summit, peut-être demain dans la Wise Summit, ensemble, de changer d'idée, de changer d'angle de vue et de regard sur toute chose. Nous savons ce qui n'a pas marché. S'il y a un investisseur parmi vous, ou que vous êtes l'un des descendants de cet investisseur, au fond de vous, vous devez peut-être le sentir, que les chiffres de la famille augmentent, comme disait l'héritier, l'un des héritiers de Johnson & Johnson, à la réunion collective annuelle de notre famille, avec 4-5 experts comptables en présence. Nous voyons des évolutions à 2 chiffres de nos entreprises et de nos affaires. Et de jour en jour, je voyais le monde qui se décrépite, qui devient de plus en plus pauvre, et la nature qui s'en va, qui est détruite. Comment cela est-il possible? Peut-être vous êtes dans cette position-là aujourd'hui. Si vous l'êtes, si vous en souffrez, si vous le voyez, vous pouvez savoir que vous pouvez revenir à cette sagesse. Et moi, je suis confiant et conscient que vous pouvez prendre des bonnes décisions aussi. Et j'ai confiance en vous. Et je sais que vous pouvez le faire. Peut-être que vous êtes né dans une des grandes traditions spirituelles dont notre humanité a hérité. Que ce soit la chrétienté avec Jésus, que ce soit l'islam pour d'autres, que ce soit le Tao, ou encore le bouddhisme pour certains, ou encore le judaïsme. Peut-être vous en avez hérité et que vous savez d'ores et déjà qu'il y a des formules qui ont été déconseillées à notre humanité. Il nous a été déjà déconseillé d'accumuler l'argent. Ou que si on avait une certaine quantité d'investissement, qu'il était bon de l'investir dans une certaine voie. Une voie qui est sage, une voie qui est bonne. Il nous a peut-être été conseillé dans nos spiritualités d'arrêter avec les taux d'intérêt, de ne pas faire de l'argent avec de l'argent. Tout cela sont des balises pour nos vies. Et nous le savons. Au fond de nous, nous le savons. Mais on est engagé dans des mécanismes et des systèmes de pensée, de parole et d'action. Nous pouvons les arrêter. Il suffit que l'un d'entre nous arrête, comme je le fais aujourd'hui. Par exemple, j'arrête la voiture et peut-être mon fils arrêtera. J'arrête certains investissements en bourse. Je les coupe totalement. Je désinvestis. Et je les ramène dans l'économie réelle pour dire, allons acheter des terrains, allons acheter des moyens de production, non pas pour moi, mais partageons. Parce que moi seul, qu'est-ce que je ferais d'un terrain? Il nous faut être plusieurs. Il nous faut être ensemble. Il nous faut pouvoir développer ce monde ensemble. Maintenant, voyons. Alors, le bébé est tombé. Vous entendez? Il a trébuché. Et nous trébuchons tous, nous tombons tous. Nous faisons tous des erreurs. L'humanité fait des erreurs. Et il en a fait et il en fera toujours. Seulement, est-ce que on va continuer à le faire? Est-ce qu'on va continuer à persister dans ces erreurs? Et ou alors est-ce qu'on va se dire on arrête? Ça, c'est la vraie question. Donc, pour ceux qui nous rejoignent dans la conférence, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui tombent sur la vidéo, même par hasard, c'est pas grave si vous l'écoutez pas jusqu'au bout. C'est pas la question. Ce qui compte, c'est que au moins un seul des mots qui ont été cités aujourd'hui, au moins une seule des conférences qui seront dites dans cet événement, puisse vous faire agir dans la bonne direction. Celle qui est juste, celle qui est bonne, celle qui est belle. Pour tous. Pas juste pour quelques-uns. Peut-être que demain, vos technologies permettront à des citoyens, ici à La Réunion, de reprendre leurs centres commerciaux, de se réunir à plus de 100 000 et de dire nous serons 100 000 actionnaires d'un investissement à 200 millions d'euros et d'investir les profits dans des salaires pour les plus pauvres et d'investir
une part de la marge en assurance pour beaucoup d'entre nous, au lieu de les miser sur les marchés et des fonds de pension. Peut-être qu'en faisant ça, les gens pourront produire, acheter leur propre terrain. Vous voyez, peut-être que la crypto-monnaie que vous avez aujourd'hui entre les mains rend possible tout cela. Et c'est à cette idée-là que je suis vraiment très enthousiasmé. Et même si vous êtes citoyen et que vous tombez sur cette vidéo, sachez qu'il y a des investisseurs, des développeurs de technologie, des communicants, et comme Marc Agouni et son équipe, qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas seul. Il y a certes des élus et des députés à l'Assemblée nationale, il y a certes des sénateurs, il y a certains systèmes politiques. Il y a aussi de vrais entrepreneurs de sens qui seront à votre écoute, qui ont l'intelligence, qui ne misent pas tout sur de l'artificiel et qui font un pas dans cette sagesse. La preuve en est que je suis invité là par Marc lui-même. S'il n'y avait aucune sensibilité à ça, je ne serais pas là aujourd'hui parmi vous. Donc il y a une sensibilité, donc il y a un avenir à créer là, maintenant. Et je vais vous laisser avec une citation que peut-être pourra vous parler. Réfléchissons dessus pour arrêter nos jeux de dominant-dominé. Parce qu'au fond de nous, nous avons une qualité d'essence divine qui peut véritablement être bien communiquée et qui peut s'exprimer. C'est ce que j'appelle l'enthousiasme. Enthousiasme en grec, ça veut dire le Seigneur intérieur. Et nous l'avons tous. Alors, grand Seigneur, grand serviteur, nos idées font nos vies meilleures. Grand Seigneur, grand serviteur, que tu es, peuvent faire nos vies meilleures. Cher ami, au pied du mur, je te le dis, notre monde arrive à terme de ses ressources, mais c'est pas parce que nous sommes nombreux. C'est parce que peut-être nous ne sommes pas suffisamment assez généreux. À bientôt.